vos micros et vidéos. Pour information, ce webinaire sera enregistré pour un replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou sur la discussion en bas. Tout en bas, vous avez en fait discussion à côté entre participants et écran partagé. Voilà. On y répondra en fin de session des 3 présentations. Je passe la parole maintenant à l'introduction à Monsieur Cardon. Bien, bonjour à tous. On est heureux de passer une partie de cet après-midi avec vous. Voilà, j'espère que tout le monde nous entend bien et que ça va pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions. Alors, la fertilisation azotée aujourd'hui, dans un contexte mouvant, je voudrais vous en rappeler les contextes et les enjeux. Cette parité euro-dollar qui est défavorable à l'euro depuis plusieurs mois, le prix du gaz qui s'est envolé et l'azote, sous toutes ses formes en conséquence, devient peu disponible et cher. Cher, 3 fois le prix depuis un an. C'est une grosse augmentation pour les agriculteurs. L'évolution du coût du fret maritime également, qui a été multiplié par 10 en un an. Les tensions en Ukraine que nous connaissons aujourd'hui nous donnent à moyen et long terme une situation très tendue sur le marché de l'azote où les agriculteurs peu couverts ou pas du tout vont rencontrer des difficultés qui nécessitent un accompagnement technique et technico-économique. Voilà les raisons de notre après-midi dans ce webinaire, une problématique qui donne des perspectives est impossible à ce jour. Le marché mettra certainement quelques mois à quelques années pour se détendre. Alors techniquement, les résultats d'essai montrent qu'il est possible de s'adapter en réduisant les doses, en les positionnant de façon plus précise par rapport à la pluviométrie, aux différents stades de végétation, en fractionnant, en localisant. Retenir que l'azote valorisé, c'est l'azote valorisé qui compte pour conserver la qualité et préserver les euros. Sur notre plan technico-économique, c'est le rapport prix de vente de la culture, prix de l'azote qui doit être observé avant de faire un choix. Et si les conditions agronomiques, sols biologiques sont bonnes, il y a moins de risques à baisser les doses. Les OAD, eux, ils ont autant plus leur place dans ces situations qui méritent une expertise plus pointue. Alors, ce sont ces 3 points que je vous propose donc d'aborder cet après-midi avec nos ingénieurs au cours de ce webinaire. Voilà, à tous, bon après-midi et n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra en fin de présentation. Je laisse la parole maintenant à Denis Ripour. Merci. À tous et toutes. Donc, je vais introduire l'approche technique après l'intervention de Laurent Cardon. Donc, avec est-ce qu'il y a remise en cause de la dose optimale par rapport à l'ancien contexte? Donc, en clair, est-ce qu'il y a remise en cause de la dose X telle que nous l'utilisions dans le passé? Alors, un ensemble de paramètres sont à prendre en compte. Il y a celui qui a été évoqué d'une flambée des prix des engrais en général, mais pour ce qui nous concerne dans le webinaire, l'azote. Mais en parallèle, certaines productions, en fait, ont vu aussi une augmentation des cours. Alors, globalement, quand je parle de dose X, ça fait référence à ce qu'on appelle un équilibre de fertilisation, où en fait, l'objectif de la fertilisation est de satisfaire les besoins des cultures par un ensemble de postes qu'on appelle fourniture en azote. Classiquement, c'est ce que vous devez renseigner quand vous établissez vos plans prévisionnels de fertilisation. Alors là, quand on parle, est-ce qu'il faut réajuster la dose? Il faut avoir conscience qu'au départ, il faut bien avoir renseigné les paramètres de cet équilibre de fertilisation, de ne pas, par exemple, avoir surestimé le potentiel de ces parcelles. Si en blé, par exemple, vous augmentez de 10 quintaux le potentiel par rapport à la réalité de vos pratiques, vous augmentez de 30 unités le besoin. Or, de même, du côté des fournitures, un poste n'est pas négligé, l'ensemble des postes ne sont pas négligés, mais si on prend l'exemple du colza, l'azote déjà absorbé dans la plante est un paramètre important. Voilà. Alors, je vais prendre l'exemple pour voir un peu l'impact de ces différents coûts. Celui de la culture du blé, et là, je fais référence à une synthèse de 64 essais de 2004 à 2021, donc qui intègre un ensemble d'années à climat parfois bien différent. Alors, vous avez en bas une échelle
ou autour de la dose X, donc I dose X qui a été déterminée par le bilan prévisionnel, un ensemble de pas d'échelle d'unités d'azote. Donc, vous avez moins 40 par rapport à cette unité, moins 80. À l'extrême, là, j'ai le témoin sans fertilisation. C'est pas ça qui va guider notre propos. Et de l'autre côté, plus 40, plus 80. On voit bien que cette courbe, en fait, il y a une courbe qui s'aplanit dès qu'on approche la dose X, avec un gain qui est relativement faible au-delà de cette dose X. Si l'on regarde de près ce qui se passe entre ces différents pas de 40 unités, en fait, de moins 80 à moins 40, nous avons un gain de 0,16 quintaux par unité d'azote. Ce qui est différent, quand on fait le calcul prévisionnel, on part sur un levier de rendement multiplié par 3 unités au quintal, ou bien que là, sur le haut de cette courbe, nous sommes à des retours de productivité inférieurs à ce chiffre de 3. Entre moins 40 et la dose X, ce chiffre diminue, là, nous avons un retour de 0,08 quintaux par unité. Et dès lors que nous passons la dose X, ce gain de productivité est beaucoup plus faible, il est autour donc de 0,015, soit 10 fois moins que l'efficacité de l'engrais entre moins 80 et moins 40. Là, nous sommes toujours à nous exprimer en rendement brut. Ce qui nous concerne, là, c'est la volatilité des prix de l'azote et des produits. Si je retire de ce rendement brut le coût de l'azote reconverti en quintaux, nous avons une courbe qui, là, s'aplanit, puisqu'elle intègre le coût de l'azote qui nous a permis de gagner ce gain de rendement. On se rend compte globalement qu'on a une plage ici qui va de moins 40 à plus 40, de rendement net assez proche. Ça veut dire que l'optimum, globalement, est autour de la dose X, mais il s'en éloigne peu, de moins 40 à plus 40 autour de cette dose. Mais par contre, ça pénalise fortement la dose X plus 80, là, qui économiquement n'est pas intéressante. Donc là, le calcul se faisait là dans l'exemple sur une base d'une unité à 1 euro et d'un prix de vente à 180, ce qui correspondait au contexte des années précédentes. Dans le nouveau contexte de prix, là j'ai pris comme référence 2 euros d'unité d'azote et un prix du blé qui potentiellement pourrait être autour de 250 euros tonne. Cette courbe a baissé et là l'optimum est légèrement glissé sur la gauche. Ça veut dire que là, dans ce nouveau contexte de prix, l'optimum se situe entre moins 40 et la dose X. Si l'on en convertit, là maintenant on ne s'exprime plus en rendement net mais en produit hectare, moins le coût de l'azote. Parce qu'en fait, un quintal à 25 unités, à 25 euros, un quintal à 18 euros n'ont pas la valeur. Là, je convertis bien en chiffre d'affaires, moins le coût de l'azote. On voit que, en fait, dans le contexte de 2,250 euros tonne pour le blé, l'avantage est que la rémunération du blé étant plus forte, nous avons un chiffre d'affaires qui a augmenté. Bon, donc comparativement à l'année passée où le prix du blé n'était qu'à 180 euros, malgré que le prix de l'azote était qu'à 1 euro, globalement, le contexte favorable sur le prix de vente du blé nous met sur des valeurs plus fortes. Mais avec un optimum qui est quand même glissé entre X-40 et la dose X. Hypothèse, parce qu'en fait, là, on pense que durablement, on aura une hausse des prix sur les engrais. Rien n'exclut que dans l'avenir, le prix du blé puisse fluctuer. Dans l'hypothèse où ce prix du blé viendrait à baisser, sur l'hypothèse d'un prix du blé à 200 euros, nous aurions là un chiffre d'affaires moins le coût d'azote qui serait équivalent à notre 180 euros tonne et le 1 euro. Mais toujours avec cet aspect que l'optimum économique aurait glissé vers la gauche. Alors, concernant le blé, il n'y a pas que l'aspect rendement qui compte, il y a aussi l'aspect teneur en protéines, qui est un critère de commercialisation. On se rend compte que si l'on descend en dessous de la dose X, on risque de descendre en dessous du critère de commercialisation, qui est, rappelons-le, de 11,5. Ce qui veut dire que toute baisse de fertilisation supposera une variation au niveau du mode de fractionnement, en prenant garde de bien laisser en réserve une quantité suffisante sur la fin du cycle. Alors, si on regarde dans le détail, ici, le dépouillement se fait selon la nature de sol dans les différents essais, et on se rend compte qu'il y a un comportement différent suivant la nature du sol. Le trait bleu que vous retrouvez tout en haut correspond aux terres de limon, a priori à des niveaux de fertilité plutôt favorables. On se rend compte que la courbe, en fait, s'aplanit très rapidement, plus rapidement que dans les autres types de sols. Si on prend l'argile, l'argile est juste en dessous. Donc, en fait, quand je vous dis que les courbes s'aplanissaient, par exemple, en passant de moins 40 à la dose X, en terre de limon, on était à 2,2 quintaux de gain. Dans le même temps, dans une terre argileuse, le gain de rendement est de 4,2. Ça veut dire que les unités, en fait, que l'on investit dans ce type de sol rapporteront plus de rendement que ce qu'elles auraient rapporté en terre de limon.
Ce qui est important à retenir, c'est que dans des terres de type de sol très particuliers tels que les craie et les sables, ces gains sont nettement supérieurs. Ce qui veut dire que si un agriculteur voudrait, parce qu'il a de l'engrais qui a un prix très élevé, il serait risqué de baisser la dose dans ce type de sol très particulier, donc que sont le craie et le sable. Alors, à un moment donné, dans l'introduction avait été évoquée la crainte à un moment donné d'une pénurie d'azote, dans un contexte où on ne connaît pas l'avenir qui pourrait amener jusqu'à la pénurie d'azote. La baisse imposée là, de fertilisation serait plus à faire sur des terres de limon que sur des terres de craie ou de sable. Autre interprétation, c'est le niveau de fertilisation que vous auriez sur votre blé. Donc là, j'ai distingué dans le diaporama 3 types de niveaux de fertilisation, des conseils qui sont faibles avec une dose X inférieure à 150, donc là, c'est le trait bleu. La fertilisation moyenne entre 150 et 200 unités sont avec le trait rouge. Et vous avez là des conseils très élevés, donc qui correspondent à des précédents riches et des faibles fournitures du sol, avec des conseils supérieurs à 200 unités. On se rend compte à ce niveau-là aussi que les terres à conseil faible correspondent souvent à des bons précédents, des terres de bonne qualité. Le gain de rendement entre moins 40 et la dose X est de 0,9, alors que sur des conseils intermédiaires, il passe à 3,4 et surtout, en conseil très élevé, il est à 3,9. Ce qui veut dire que toujours dans un contexte de pénurie imposée ou de baisse d'azote, la baisse sera plus facile dans des situations de conseil faible et qu'il sera périlleux de baisser la dose sur des situations où le conseil était élevé. Alors là, j'en ai terminé pour le blé. Si je me réfère à d'autres cultures, ce constat-là de baisse possible sur des conseils plutôt faibles qu'élevés, on le trouve là dans une synthèse colza. Donc là, ce sont des chiffres source terre Inuvia. Vous avez le trait bleu correspondant à des situations où le conseil était faible, inférieur à 150 unités. Et vous avez en trait rouge les situations où le conseil était supérieur à 150 unités. On voit que la perte de rendement à réduire la dose d'azote est beaucoup plus prononcée sur les conseils élevés. Donc, même constat que pour le blé, la baisse sera plus facile sur des situations à conseil faible. L'ITB, là, nous a communiqué des incidences de baisse d'azote sur la culture de la betterave, avec un tableau national. On se rend compte que dans les régions à bonne productivité betterave, on retrouve là-dedans le Nord-Pas-de-Calais pour ce qui nous concerne, la Somme, la Normandie dans des régions assez proches de nous. En fait, les impacts de baisse de productivité sont beaucoup plus importants dans ces régions à forte productivité. Cela nous amène à une conclusion à la formulée par l'ITB, c'est qu'en situation à potentiel élevé, il faudra faire attention de ne pas trop réduire la dose, notamment si le conseil est faible. En fait, il y a toujours un effet starter de la fertilisation betterave qui obligera, même sur des situations faibles, à ne pas aller vers l'impasse pour dire que la betterave puisse démarrer sur des bonnes règles. Et a priori, dans d'autres régions, je pense que ça ne correspond pas à la région de la Haute-France, en des situations à faible potentiel, à la limite, le gain de productivité est faible compte tenu de la contrainte agronomique, on pourra éventuellement envisager des baisses de 20 unités, voire 40 unités sur des conseils élevés. Alors, globalement, en conclusion de tout ce passage en vue de toutes les cultures, une baisse de fertilisation peut s'envisager, mais ne dépassera en général pas les 20 unités, au risque de perdre sur le registre productivité et donc économique. Je vous remercie de votre attention pour ma partie. Je vais passer la parole à Pierre qui va vous parler de l'efficience de la fertilisation azote. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'en ces temps d'engrais chers, il est, je pense, plus que jamais d'actualité de chercher à maximiser l'efficacité des apports d'azote, qu'ils soient minéraux ou organiques d'ailleurs. Alors, quelles sont les pistes qui s'offrent à nous pour cela? Premier point que je souhaiterais évoquer, déjà, en termes de préalable, finalement, c'est de bien évaluer la dose prévisionnelle apportée sur la culture. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une synthèse d'essai azote sur maïs, où j'ai replacé en trait vert clair le rendement du T-0, et en vert foncé le rendement maximum atteint sur l'essai grâce à la fertilisation azotée. Et puis, dans les losanges violets, les coefficients d'efficacité des engrais apportés généralement au semis sur le maïs. On s'aperçoit que dans les situations où l'engrais permet un bon gain de rendement, 3-4 tonnes en général de matière sèche à l'hectare, on a des coefficients d'efficacité qui sont proches des 60%.
Ces coefficients, en fait, ils sont fortement réduits dans les situations où il n'y a pas de progression du rendement, où on a des coefficients de valorisation des engrais qui sont de l'ordre de 10 à 20%. Alors tout ça s'explique en fait parce qu'on est dans des situations où on a des apports par la minéralisation du sol qui sont très très conséquents et du fait qu'ils noient un petit peu et qui masquent l'effet des engrais apportés. Alors je précise que ce sont des essais quasiment exclusivement sans apport organique, mais on est chez un public d'éleveurs où il y a des arrière-effets organiques qui sont a priori très importants. Deuxième point pour chercher à optimiser cette efficacité des engrais, c'est la notion du fractionnement pour accompagner la croissance et puis finalement quelque part apporter l'engrais quand la plante en a besoin. Alors je vais prendre l'exemple du blé. Le blé, finalement, au talage, on a des besoins qui sont faibles, de l'ordre de 1 kg par hectare et par jour, et une valorisation des engrais qui est plutôt faible, de l'ordre de 40 à 50% des apports. À épi 1 centimètre, on est à l'aube de la phase de montaison. Les besoins vont monter autour de 3 kg par jour, avec des valorisations des engrais qui sont de l'ordre de 60 à 70% des apports, pour finir au niveau de la dernière feuille à des valorisations proches de 80%. Alors par rapport à ça, c'est vrai que les règles de fractionnement, un peu généralement communiquées, consistent en 3 apports. Un apport talage dont l'objectif est de sécuriser la montée des épis sans entretenir de tales secondaires improductives. Donc là, sur cet apport talage, on est généralement en fonction de la dose sur une quantité de 40-60 unités avec le slogan toujours pas trop et pas trop tôt. Au niveau de l'épi 1 cm, éventuellement fractionné fois épi 1 cm, et puis 1 ou 2 nœuds, on va être sur l'apport fondamental pour l'élaboration du rendement du blé. Et puis, on va terminer avec une mise en réserve de l'ordre de 40 à 60% pour le stade dernière feuille, qui va permettre bien de sécuriser le remplissage du grain et puis de soutenir le taux de protéines. Alors, dans ce contexte, on se rend compte que finalement, l'azote est mieux valorisé quelque part sur les stades tardifs, mais après une dernière feuille, force est de constater que finalement, on a de moins en moins d'impact sur le rendement et que finalement, l'engrais sert juste le taux de protéines, avec également un petit peu dans la réflexion les inquiétudes de beaucoup d'agriculteurs autour de la valorisation des engrais apportés au moment du redressement en cas de printemps sec. Donc, par rapport à ça, finalement, quelle est la meilleure stratégie qu'on puisse adopter? Bon, c'est pas une question simple qui, je pense, n'est pas gravée non plus dans le marbre. 2 exemples. Un premier exemple autour de l'apport talage. Donc là, ici, vous avez une synthèse d'essai où on compare des apports classiques en 3 apports, 40, x-40 et puis 40, à des stratégies en 2 apports où on va en fait mettre en réserve 60 unités pour l'apport dernière feuille et puis x-60 au niveau de l'apport épi 1 cm. Alors, ce qu'on constate sur cette synthèse d'essais, c'est que finalement, c'est une stratégie qui, en rendement, est payante sur à peu près 13 essais sur 32. Ce qu'on remarque également, évidemment, c'est que dans les autres cas, c'est pénalisant. Ces écarts sont pas si importants que ça, ils sont plutôt généralement de l'ordre de 2 à plus ou moins 2 à 4 quintaux. Ce qu'on remarque également, c'est que systématiquement, quasiment, on a augmentation du taux de protéines parce qu'on va placer davantage d'azote sur la fin de cycle. Donc, cette stratégie, c'est pas la stratégie générale. Simplement, ça peut être une stratégie qui peut trouver sa vocation dans des situations bien précises de précédents riches, de non-décoloration d'une bande de densité, de blé qui est bien implanté, plutôt en bonne terre. Voilà. Alors, autre question qui est fréquemment posée, c'est le nombre d'apports. Est-ce qu'il faut faire des stratégies en 3 apports ou 4 apports où on va scinder l'apport et puis 1 centimètre? Donc là, on a un peu moins de références sur cette question-là, vous voyez, et on voit surtout que les situations sont beaucoup plus équilibrées entre les 3 ou les 4 apports. Finalement, il n'y a pas de tendance qui se dégage. En moyenne, c'est plus 0,3 quintaux et plus 0,1% de protéines en faveur de la stratégie à 4 apports. Mais au final, ce qui, je pense, ressort surtout, c'est que ce sont surtout les conditions de valorisation de l'azote une année donnée qui vont primer, avec peut-être l'idée derrière que plus que se focaliser sur des stades repères, c'est plus sur les conditions de valorisation des engrais qu'il faut s'attacher. Alors, je vais donner très très rapidement, pour dire d'être assez complet, mais très rapidement les autres principes de fractionnement qui sont classiquement pratiqués, par exemple sur l'escourgeon, on est sur 2 apports avec 1 tiers au talage, 2 tiers et puis 1 centimètre.
L'orge de printemps, sur les doses au-delà de 80-100 unités, on va être sur un fractionnement généralement 1 tiers au SMI, 2 tiers talage, qu'on peut être amené à inverser si on est sur des SMI tardifs où la végétation va aller beaucoup plus vite. Et puis effectivement, dernière culture, c'est le colza, où les choses sont également bien précisées par Terry Novia, où l'idée générale finalement c'est sur des petits colzas avec des doses conseillées élevées, d'accompagner dès la reprise de végétation avec un fractionnement en 3 apports, et à l'inverse sur des gros colzas où les doses conseillées sont faibles, bien finalement de positionner une dose unique peu avant la montaison pour avoir une valorisation maximale de l'engrais. Alors, c'est vrai que sur les cultures de printemps, la question est un petit peu plus délicate, les cultures de printemps type betterave, pommes de terre, maïs. Ce qu'on constate d'une manière générale, c'est que l'engrais est souvent apporté assez tôt par rapport aux besoins de ces cultures qui finalement vont mettre plus ou moins 2 mois à s'installer tranquillement, entre guillemets, avant d'avoir une phase de croissance active et de besoins soutenus. Pour autant, c'est vrai qu'apporter l'azote après les semis sur ces cultures-là, finalement, ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment des problématiques de volatilisation, puisqu'on n'incorpore pas, sauf matériel spécifique, une dépendance à la pluviométrie pour valoriser les engrais, et puis également des risques un peu technologiques, par exemple de dégradation de la qualité des betteraves ou de la nocifeuille, ou bien de brûlure du cornet du maïs. Donc c'est vrai que finalement, le compromis un peu mieux disant qui est souvent adopté par beaucoup d'agriculteurs, finalement, ça va consister à apporter en une seule fois et à incorporer pour avoir une bonne efficacité des engrais, sauf un risque de brûlure sur des doses élevées conseillées. Alors le fractionnement, c'est une possibilité sur ces cultures-là, en tout cas c'est théoriquement possible. Sur par exemple maïs ou pommes de terre, c'est globalement peu pratiqué parce que ça demande déjà une mise en réserve de 20 à 30% de l'azote à amener. L'utilisation d'un outil de pilotage pour regarder le statut azoté de la culture, on va dire autour de la mi-juin, et puis derrière, une garantie d'efficacité des engrais, soit via l'irrigation, soit via des matériels spécifiques. Alors, une très bonne solution pour justement essayer d'optimiser les apports sur les cultures de printemps, ça peut être la localisation. Donc ici, c'est une synthèse d'essai sur pommes de terre, où en fait, ce qu'on voit, c'est que la solution azotée là, qui est incorporée, permet une réduction de 40 unités de la dose sans compromettre le potentiel de la parcelle par rapport à une dose pleine apportée en ammonitrate. Alors, l'UTB a également beaucoup travaillé cette question et propose généralement des réductions autour de 15%. C'est vrai que c'est une très bonne forme d'apport dans le sens où ça va soustraire l'engrais au risque de volatilisation. Maintenant, pour autant, c'est vrai que c'est pas toujours la garantie d'une meilleure efficacité de l'azote, notamment si le risque de volatilisation est faible. Ça pose aussi un certain nombre de contraintes, donc de bien faire attention au risque de brûlure des plantes en écartant bien l'engrais de la ligne de SMI, et puis également ça va demander un matériel spécifique et alourdir un petit peu le travail au moment, des semis. Alors, dernier aspect, c'est la valorisation des engrais disponibles et utilisés. Sans rentrer dans le détail, vous utilisez globalement beaucoup d'ammonitrate, ce qui est un mélange ammonium, donc NH4+, sensible à la volatilisation, mais très peu mobile, et puis de nitrate, donc lui pour le coup très mobile, de l'urée, qui est une molécule qui va s'hydrolyser en à peu près 1 semaine pour donner de l'azote ammoniacal, donc très sensible à la volatilisation, puis en 1 à 2 semaines du nitrate, lui mobile, et puis les solutions azotées qui sont un mélange à part égale d'urée et puis d'ammonitrate. Alors il existe également des engrais techniques, souvent à action progressive, via des enrobages ou via des inhibiteurs d'enzymes. Alors, ces engrais, finalement, peuvent subir différents mécanismes de perte, des pertes gazeuses, alors essentiellement ammoniacales, donc par volatilisation d'azote ammoniacal, sachant qu'il existe également des pertes par volatilisation du nitrate, mais qui sont très faibles, mais qui ont surtout un effet gaz à effet de serre important, mais qui sont en pourcentage mineur, on va dire. Des pertes par organisation microbienne, et puis on peut se poser aussi la question des pertes éventuelles par lessivage. Alors, si on s'intéresse aux questions des pertes par volatilisation, là, il y a des travaux qui ont été conduits dans le cadre d'un projet qui s'appelle EVAMINE sur blé et puis maïs. Donc, on a une comparaison dans une situation identique des volatilisations avec une référence ammonitrate qui est en abscisse, en ligne horizontale, par rapport à d'autres formes d'engrais.
Alors, si on regarde déjà le cas de l'ammonitrate, on s'aperçoit qu'en sol de limon, finalement, les pertes sont très très faibles et qu'elles sont autour de 7 à 10% en sol calcaire, qui présente les risques maximaux de volatilisation de l'azote minéral. Alors, si on part maintenant sur les engrais à base de solutions azotées en bleu clair, ce qu'on peut voir, c'est qu'en sol de limon, ces pertes sont autour de 5% et qu'elles vont monter autour de 15-20% en sol calcaire. Et avec l'urée, ces pertes augmentent encore un peu avec des pertes de l'ordre de 10% en sol de limon et puis de l'ordre de 25-30% en sol calcaire. Alors, ce qui est intéressant aussi de remarquer dans ces essais et ces suivis, c'est que il y a eu utilisation également d'engrais techniques avec des inhibiteurs d'uréase sur l'urée ou sur la solution. Ces formules permettent d'amener en fait les engrais à des pertes équivalentes à l'ammonitrate, pour un surcoût par contre qui est très important par l'ammonitrate, ce qui fait que ça ne justifie pas forcément leur emploi sur le plan économique. Alors, la volatilisation, c'est un aspect du problème. C'est vrai qu'on peut aussi également s'intéresser à l'efficacité des engrais azotés sur blé, l'efficacité traduisant plutôt le passage de ces engrais vers les plantes. Là, à ce titre-là, c'est vrai que l'ammonitrate, ça reste la référence un peu absolue en termes d'efficacité, notamment dans toutes les situations un petit peu à risque, type sol calcaire, conditions volatilisantes et puis conditions sèches également. Donc là, Arvalis a pas mal de références sur ces questions-là. Donc en comparaison entre solution ammonitrate, urée, ammonitrate. Sur les limons, en rendement, il n'y a pas trop d'écart finalement. Ces écarts se creusent surtout sur les sols calcaires, où les pertes avoisinent les 4 à 5 quintaux à l'hectare. Et quasiment systématiquement aussi, on note des pertes sur le taux de protéines. Voilà pour l'aspect efficacité. Donc on remarquera que entre les volatilisations qui sont plutôt au détriment de l'urée, et bien sûr l'efficacité, finalement le bilan est plutôt mitigé entre solution et urée. Alors, deuxième poste de perte des engrais, c'est ce qu'on appelle l'organisation microbienne. Donc là, en fait, ça va être de la consommation d'azote, principalement à partir de l'azote ammoniacal, par les bactéries et les champignons du sol pour dégrader le carbone. Donc ça, cette consommation-là, elle n'est pas liée, je dirais, à la forme d'engrais, ni au type de sol. C'est ce qu'on voit un peu dans les résultats qui sont montrés en dessous. On a une comparaison entre urée et ammonitrate. Sur le premier et le deuxième apport sur blé, on s'aperçoit que les pertes sont de l'ordre de 15 kg sur 50 kg apportés au premier apport et puis de 25 kg sur 110 apportés au deuxième apport. Donc, pas d'effet de la forme d'engrais, pas d'effet du type de sol, mais c'est vraiment un lien avec le cycle du carbone. Donc, ces pertes, elles représentent globalement 10 à 35% des apports et les situations à risque sont les situations avec présence de résidus carbonés, donc type paille, type résidus de maïs grain, type engrais vert lignifié en surface, donc au contact de l'engrais. Donc je pense en particulier aux situations sans labour où on a peut-être intérêt à déconnecter dans l'espace l'apport d'engrais grâce à la localisation pour ne pas qu'il soit consommé, mobilisé pour dégrader le carbone. Alors, dernier aspect de la valorisation des engrais azotés, c'est une question qui est souvent posée en printemps humide, c'est est-ce qu'on va perdre les engrais apportés sur les cultures de printemps essentiellement. Donc là, je vous ai mis un abac qui vient du comifère qui vous permet de visualiser les pourcentages de perte des 3 horizons de sol. Donc, pour simplifier, grosso modo, si vous regardez le 3e horizon en orange, il faut à peu près 100 mm pour faire descendre l'azote de 30 cm dans un limon. Alors, il y a des abacs pour tous les types de sols, donc on peut faire ces calculs pour différentes situations. Ce qui est également visible dans ce schéma, c'est que pour chasser complètement le premier horizon, il faut à peu près 300 à 400 mm de précipitation. Alors là, on parle de pluie efficace, c'est-à-dire c'est la pluie moins le TP, c'est fort important de le préciser, puisque plus on va avancer dans le printemps, plus la demande climatique va augmenter, plus on va avoir d'évaporation et moins ce risque est probable. Donc c'est une situation qui existe, mais qui, à mon avis, est à considérer surtout sur des cas de sol très filtrants, très peu profonds, avec des apports trop précoces par rapport aux besoins et des cultures à faible enracinement. Alors, je voulais pas terminer ce point sur la valorisation des engrais sans aborder quand même la question des apports organiques qui font partie du paysage et qui sont une réelle source de fertilité pour nos cultures. Donc,
je ferai très court, hein, mais simplement dire qu'il y a des comportements très très différents en fonction des différentes familles de produits organiques, que c'est essentiel de bien différencier le comportement de l'azote ammoniacal, hein, qui est très sensible à la volatillisation, mais également très rapidement disponible, donc aussi lessivable quelque part, et puis l'azote organique, qui lui va mettre plus ou moins de temps pour se minéraliser en fonction des types de produits. Donc, les pratiques culturales sont vraiment très importantes, hein, pour bien valoriser ces produits, donc notamment la qualité de l'épandage, l'incorporation hyper rapide pour limiter la volatilisation, la pratique des dissipants pour recycler les nitrates fournis à l'automne, et puis également la date d'apport, hein, qui peut faire passer, par exemple, de 10 à 60% la valorisation d'un apport, par exemple, de digesta ou de lisier, entre un apport d'été et un apport d'automne, en fonction de la plus ou moins bonne adéquation avec les besoins des cultures. Alors, pour bien estimer l'effet fertilisant à court terme de ces produits organiques, c'est un peu trivial, hein, il faut connaître la dose, la teneur en azote, hein, même les teneurs en azote du produit, et puis leur efficacité en équivalent engrais. Alors, j'insisterai sur un point qui me paraît très important, c'est le risque de volatilisation d'azote ammoniacal, hein, qui est marqué avec les produits type lisier, fluent volaille, digesta. Donc là, c'est un exemple d'essai sur du digesta, hein. On voit très très bien que les dynamiques de volatilisation sont très très rapides et l'enjeu, en gros, c'est 70 à 100% de perte dans la journée. Donc, c'est vraiment une question d'heure, hein. On fouille 48 heures après, c'est vraiment trop tard, quoi, pour capter cet azote-là. Et dernière chose, hein, sur les produits organiques, je terminerai en disant que c'est des produits qui sont plus ou moins complets en fonction des produits, mais que quand on utilise les abacs habituels de conseil, avec toutes les incertitudes que ça comporte, hein, sur voilà, les doses, les teneurs, les valorisations sur les cultures, on se rend compte qu'une conduite organique, hein, éventuellement complétée par du minéral, eh bien, est généralement plus performante en termes de productivité qu'une conduite 100% minérale. Donc, ces produits, ce sont de réelles sources de nutrition dont il faut bien profiter et qu'il faut déduire de ces fertilisations. Alors, pour résumer un petit peu mes propos, je conclurai en disant que pour valoriser au mieux les apports, bien c'est déjà de commencer par bien déterminer la dose à apporter, de faire coïncider les besoins et les fournitures via le fractionnement quand c'est possible, de limiter toutes les pertes possibles, notamment volatilisation, organisation, et puis de valoriser au mieux les apports organiques. Merci pour votre attention. Je vais passer la parole à Julien. Bien, bonjour à tous. Je suis Julien Guerre, conseiller à la chaîne de culture de l'Aisne, et je vais donc aborder rapidement les outils de pilotage de la fertilisation azotée. Alors, pourquoi utiliser des outils de pilotage? Avec la méthode du bilan, on calcule une dose d'azote totale prévisionnelle en équilibrant les besoins avec les fournitures du sol. Mais lorsqu'on fait ce calcul à la sortie de l'hiver, en fait, on fait un pari sur l'avenir, puisqu'il est basé sur des hypothèses telles que l'objectif de rendement ou encore la quantité d'azote minéral qui sera disponible dans le sol si on n'a pas fait de mesure de reliquat, et même chose pour tous les autres postes du bilan, notamment les contributions des composés organiques comme l'humus ou les résidus découverts, qui vont plus ou moins minéraliser en fonction des conditions climatiques. Il y a donc forcément une part d'incertitude lorsqu'on détermine la dose prévisionnelle. Pour vérifier a posteriori quelle aurait été la dose optimale, on réalise de manière expérimentale des courbes de réponse à l'azote, comme vous l'a expliqué Denis dans sa présentation. En moyenne, la méthode du bilan donne des résultats satisfaisants. Mais en fait, si on regarde chaque situation de manière individuelle, eh bien, certaines années, en fonction des conditions climatiques et des particularités de la parcelle, la dose optimale peut s'avérer être inférieure ou supérieure à la dose qu'on a calculée initialement. Ça se traduit par des courbes qui vont atteindre le palier plus ou moins rapidement. On voit sur ce graphique établi à partir d'une vingtaine d'essais des chambres des Hauts-de-France que dans certaines situations, le palier n'est jamais atteint. Ce qui signifie que la dose optimale s'avère être a posteriori supérieure à la dose bilan. À l'inverse, pour d'autres situations, la courbe s'infléchit très rapidement, ce qui indique que la dose optimale était en fait inférieure à la dose bilan. Alors, Avalis a publié pas mal de compilations d'essais au niveau national. Sur ce graphique réalisé pour du blé, on constate finalement qu'a posteriori, la méthode du bilan seule s'est avérée satisfaisante pour un peu moins de 40% des situations. On dispose donc d'une bonne marge d'amélioration et c'est en ce sens qu'on a développé les outils de pilotage. Les outils de pilotage de la fertilisation azotée fonctionnent tous sur un même principe, à savoir un diagnostic de l'état de nutrition azotée de la culture grâce à la mesure d'un indicateur qui est réalisé en cours de végétation.
À cet indicateur est associé un ensemble de règles de décision permettant d'aboutir à une préconisation pour ajuster la dose d'azote à la hausse ou à la baisse par rapport à la dose prévisionnelle initialement calculée. La plupart des outils de pilotage réalisent leur diagnostic de nutrition azotée sur la base de l'estimation via un indicateur plante d'un paramètre physiologique qui s'appelle l'INN ou indice de nutrition azotée. Il s'agit d'un ratio entre la teneur en azote de la culture et une teneur de référence pour une biomasse donnée. Si l'INN est inférieur à 1, cela signifie que la plante est sous-alimentée en azote, et s'il est supérieur à 1, elle est suralimentée. L'outil intègre cet INN calculé dans ses règles de décision. Par exemple, on va fixer un objectif d'INN minimal de 1,1 pour le stade dernière feuille étalée du blé. Si la mesure à ce stade indique un INN inférieur, cela va se traduire par un conseil de dose d'autant plus important qu'on est inférieur à cet objectif. Bien sûr, chaque outil a été développé avec ses propres algorithmes et règles de décision. En aparté, il faut savoir que l'INN est un bon paramètre pour un objectif de rendement, mais qui n'est pas le plus adapté pour des critères de qualité. Ainsi, les objectifs de teneur en protéines des blés sont généralement pris en compte via le paramétrage variétal. L'indicateur plante qui est utilisé varie en fonction des outils. Il peut s'agir d'un indicateur de croissance, comme pour la mesure de biomasse pour les colzas avec la réglette azote de Terrinovia, de changement de couleur, comme pour l'héliotest pour le tournesol, de teneur en nitrate, ce qui est mesuré avec Jubil ou Ramsès, de la transmettance connue pour le N-tester, de la réflectance qui est utilisée pour les outils fonctionnant par satellite ou drone, etc. Chaque indicateur ayant ses avantages et inconvénients en termes de sensibilité, fidélité ou facilité d'acquisition. Les outils utilisables sur le blé visent tous à piloter le dernier apport. Certains permettent de prendre en compte une éventuelle hétérogénéité pour moduler l'apport épi 1 cm, mais à ma connaissance et à la date d'aujourd'hui, seul le dernier apport est réellement piloté. Alors pour information, depuis quelques années, des travaux sont en cours afin de pouvoir proposer à terme des solutions de pilotage en continu des cultures. Autrement dit, une méthode où la fertilisation azotée serait ajustée uniquement en fonction de l'état de la plante, sans recours à la méthode du bilan prévisionnel, et donc au reliquat azoté ou objectif de rendement. À Valis, l'INRAE et les chambres d'agriculture y travaillent activement pour la culture du blé, et la méthode est déjà mise en œuvre par des agriculteurs de manière expérimentale dans d'autres régions. On espère que ces travaux se traduisent rapidement par de nouvelles solutions utilisables dans notre région. Alors pour le blé, il existe une multitude d'outils, dont les plus connus figurent sur le tableau. Jubil, qui a été mis au point dans les années 90, repose sur la teneur en nitrate d'un jus de bas de tige. Le N-tester, Farmstar et Messatimage reposent tous sur l'estimation de la teneur en chlorophylle par la mesure du rayonnement traversant la feuille pour le N-tester ou réfléchi par le couvert pour les mesures par satellite. Il y a en effet une relation entre la teneur en chlorophylle et l'indice de nutrition azotée. Alors, pour bien utiliser son outil de pilotage sur blé, il faut d'abord déterminer la dose bilan en appliquant toutes les précautions qui ont été abordées par mes collègues, puis réaliser ses premiers apports tallage et épi 1 cm en veillant à maximiser leur efficacité avant de réaliser le diagnostic au cours de la montaison, en respectant le protocole inhérent à l'outil. Il faut notamment veiller à ce qu'il y ait eu suffisamment de temps depuis le précédent rapport pour ne pas fausser la préconisation. Alors, quelques rappels sur les fondamentaux. Comme vous le savez, les composantes du rendement du blé sont mises en place au fur et à mesure du développement de la culture. Pour atteindre son objectif de produire des semences viables, le blé a de fortes capacités de compensation. C'est pourquoi il est encore possible d'ajuster la fertilisation avec une influence sur le potentiel de rendement jusqu'au stade gonflement. Néanmoins, les marges de manœuvre deviennent forcément plus limitées au fur et à mesure de la mise en place de ces composantes. Par ailleurs, les outils de pilotage sont trop fréquemment utilisés pour déplafonner une dose d'azote sans recours à des mises en réserve. Le fractionnement doit être optimisé en fonction des besoins de la culture et des conditions climatiques pour une bonne valorisation des apports avec une mise en réserve adaptée à la dose et à la variété pour le dernier apport. Comme l'a déjà évoqué Pierre, un des paramètres les plus importants pour la bonne valorisation de l'azote est la pluviométrie. Or, comme le montre le graphique, la probabilité d'avoir des cumuls suffisants aux périodes clés s'est dégradée ces dernières années. Lorsqu'on fait du pilotage, il est donc important de prendre du recul sur la préconisation et de se poser les bonnes questions. À savoir, est-ce que l'apport précédent a été bien valorisé? Est-ce qu'à la date du diagnostic, la plante ne souffre pas d'un stress? Stress hydrique, virose, problème de racinement, etc. Alors, pour ce qui est de l'intérêt économique des outils de pilotage, il faut se rappeler qu'ils visent à augmenter la probabilité d'apporter la dose d'azote optimale d'un point de vue technique. Dans ce tableau, vous avez des chiffres d'Avalis montrant que le recours à des outils de pilotage permet d'augmenter de manière significative le pourcentage de situations où la dose est optimale.
puisqu'elle passe de 38% à 60%. Non, c'est le dernier. Et à ce niveau. Cependant, comme l'a expliqué Denis dans son intervention, l'optimum technique n'est pas forcément l'optimum économique. Si je reprends la courbe de réponse moyenne établie d'après les essais des chambres des Hauts-de-France pour la situation en solde de craie, avec les paramètres de prix indiqués, et que j'affecte au chiffre d'affaires moins le coût des engrais et les pourcentages d'Avalis, on peut estimer à la louche le gain économique. Il est chiffré ici à une quinzaine d'euros par hectare, auquel il faut déduire le coût de l'outil ou de la prestation. Bien sûr, si j'avais choisi une situation pour laquelle l'optimum économique aurait été différent de l'optimum technique, le résultat aurait été différent. Il ne faut pas oublier également que les outils de pilotage pour le blé, notamment, répondent aussi à des objectifs de teneur en protéines. Pour ce qui est de la modulation intraparcellaire, elle est possible avec les outils réalisant des diagnostics spatialisés, mais nécessite bien entendu un équipement adéquat. Le gros intérêt est de prendre en compte l'hétérogénéité parcellaire pour optimiser ses apports d'azote. Les gains économiques sont difficiles à chiffrer. Arvalis évoque un gain de 0 à 3 quintaux par hectare en fonction de l'hétérogénéité de la parcelle. Alors, cela fait partie des sujets qui font l'objet d'expérimentations au sein des chambres d'agriculture des Hauts-de-France, mais n'ayant pas assez de recul pour l'instant sur le sujet, je me garderai de donner des résultats à ce stade. Pour le colza, le gros intérêt des outils est de considérablement améliorer l'estimation du poste du bilan azote absorbé durant l'automne-hiver. Pour rappel, c'est le poste le plus important dans le calcul de la préconisation. On peut bien sûr mesurer les biomasses manuellement, mais la difficulté réside dans la prise en compte de l'hétérogénéité des parcelles. Vous avez à l'écran une illustration avec la biomasse mesurée en entrée-hiver par satellite, avec la prestation des cette image sur une parcelle de cette année. Et on voit que les biomasses varient de 500 grammes à plus de 2 kg par mètre carré. Ce qui se traduit par des préconisations en termes de dose d'azote variant considérablement. Pour résumer, il existe donc de nombreux outils sur le marché avec chacun leurs avantages et inconvénients. Ils permettent d'ajuster les doses d'azote à apporter pour se rapprocher d'un optimum technique. Certains ont l'avantage d'être adaptés pour faire de la modulation interparcellaire, mais dans tous les cas, il faut faire attention à leurs conditions d'utilisation et être conscient de leurs limites. Je vous remercie de votre attention et je propose maintenant qu'on passe aux échanges questions-réponses grâce aux questions que vous avez posées sur le chat. Alors, il y a quelques questions. Dans la première intervention de Denis, on a parlé de l'impact de la baisse d'azote sur le rendement du blé, sur la betterave. La question est posée pour la pomme de terre et le maïs en silage. Est-ce que vous avez une réponse à donner par rapport à ces deux cultures? Bon, je pense que globalement, de toute façon, la réduction aura, la plupart du temps, ne devrait pas dépasser 20 unités. Comme pour le blé, j'ai parlé par exemple de la protéine. Il faut savoir sur ces différentes cultures, en fait, il y a d'autres impacts que la productivité en tant que telle. Donc là, la question est posée par rapport à la pomme de terre. Le fait de baisser la fertilité en pomme de terre peut impacter le calibrage et donc un aspect économique par rapport à la mise sur marché de cette production. Pour le maïs en silage, il y a une vision aussi à avoir sur le fait que souvent cette culture-là fait partie d'exploitations qui apportent des effluents organiques pour ce maïs. Et ça suppose que l'agriculteur prenne déjà bien en compte la fourniture d'azote liée à cet effluent. Alors sinon, dans la pratique de fertilisation du maïs, on espère aussi avoir un niveau de teneur azotée du maïs en termes d'alimentation pour ces animaux. Donc attention de même à baisser l'azote. En fait, on baissera aussi la teneur en azote de cette production, ce qui supposerait qu'à la limite, l'agriculteur devrait compenser par du soja pour équilibrer ce préjudice. Merci, Denis. Une autre question. J'ai un potentiel de 85 quintaux en blé. Est-ce que je peux faire en 2 apports? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que je peux faire plus? Qui s'avance? Denis? Donc, je vais avancer là-dessus. Donc, je suppose qu'un besoin de 85 unités va se traduire par 85 quintaux, excusez-moi. Faible potentiel. Faible potentiel. Bon, ce qui veut dire que normalement, le besoin donc azoté pour cette culture-là sera plus faible et donc ça impliquera en final un conseil plus faible. Bon. Dans les questions à prendre en compte aussi, c'est quel est l'état de la culture à la sortie de l'hiver? Est-ce qu'elle est avec un peuplement suffisant? Est-ce que le talage était conséquent? Donc, limite, la réponse, elle va être peut-être intermédiaire. Si l'État nécessite de faire taler le démarrage, on maintiendra peut-être un tout premier rapport pour dire
satisfaire ce tonnage suffisant. Bon, sinon, en tant que tel, si le blé est en bon état en sortie d'hiver, pourquoi pas s'orienter vers 2 apports. Merci, Denis. Une question plutôt pour Pierre, je pense. On a parlé de volatilisation et d'inhibiteurs. Est-ce qu'il y a des différences sur le marché entre les différents produits? Est-ce qu'on a... Bon, à mon niveau, j'ai pas forcément l'information des différences entre les spécialités commerciales. Moi, ce que je retiens surtout, ce qui me frappe, on va dire, c'est que c'est des substances qui sont très efficaces pour limiter les phénomènes de volatilisation. Je pense que le principe, c'est de retarder le passage de l'urée à l'azote ammoniacal et donc du coup d'avoir un temps de rééquilibrage entre guillemets chimique, voire de fixation sur la CEC de l'azote ammoniacal qui va être produit par l'hydrolyse de l'urée qu'on cherche à ralentir. Donc l'efficacité, je pense qu'elle est là. Par contre, si c'est pour ramener à l'efficacité ou au risque de volatilisation, on va dire, d'un apport sous forme d'ammonitrate avec un surcoût qui est quand même parfois très très important, je dirais c'est ça qui, à mon avis, pénalise finalement le développement de ces produits-là. J'ai une autre question. J'ai des résultats de reliquat très élevés en blé, supérieurs à 100 unités. Derrière quoi et pommes de terre doivent tenir compte de l'ensemble des résultats des 3 horizons. Moi, je dirais que ça dépend effectivement du type de sol, mais il n'y a pas de raison, si on a su prélever 90 cm, que le blé n'y aille pas. J'ai même envie de dire que c'est des situations où il est peut-être capable d'aller chercher un quatrième, voire un 5e horizon. C'est-à-dire qu'on a tendance à réduire l'enracinement du blé à 90 cm. Au talage, il est déjà à 60 cm, avec un centimètre, il est à 90 et il va finir à 120-150 dans des terres profondes. Donc c'est vrai que moi j'ai vu également là, sur les premiers retours de reliquat des tendances autour de 100 unités derrière pot de conserve, voire 140 derrière haricots. Et je crois que là, dans ces situations, effectivement, l'impasse de l'apportalage et puis l'utilisation éventuellement d'outils de pilotage pour voir si on n'est pas capable d'aller chercher quelque chose en profondeur, et ben, sera peut-être pertinente. Est-ce que l'on peut fractionner en betterave pour un besoin de 80 unités, faire 60 unités 10 jours avant le semis et 20 unités 3 semaines après? Ça me paraît envisageable. Après, on intègre de façon culturelle. Bon, sinon, le 80 peut se mettre avant, si avec une certaine distance par rapport au semis. Sinon, si on juge que le délai premier apport d'un 2 semis est trop proche, le fractionner en 2 apports, 60 et 20 après. Après, techniquement, il faut être capable d'apporter les 20 en post-levé. Je crois que c'est beaucoup de contraintes pour peu finalement de gains d'efficacité. Merci. Il y avait des questions aussi avant. A-t-on le droit, là, je crois que c'est plus une question pour Pierre. A-t-on le droit de mettre de l'azote localisé sur des sipans en semis direct? Alors, la première réponse peut être réglementaire, c'est-à-dire que clairement, réglementairement, semi-direct ou pas semi-direct, d'ailleurs, il n'y a pas d'autorisation pour ces usages-là. La deuxième réponse, moi j'ai envie de dire, elle sera plutôt technique. C'est vrai que l'azote, c'est un facteur limitant assez fort sur le développement des couverts. On le voit bien, que les couverts qui sont sur des situations avec beaucoup de résidus de reliquat ou bien sur des apports organiques, sont boostés par rapport à des situations de sol qui minérisent peu. Pour autant, comme on entend dire, de mettre 10 unités dans l'arrêt de semis, finalement, quand on connaît un petit peu les prélèvements découverts, c'est un tiers de tonnes de matière, c'est 10 unités. Donc, c'est pas ça pour moi qui va changer la donne, même si certains imaginent que ça va permettre aux couverts d'aller plus loin et plus vite. Je suis très sceptique, je pense que l'engrais est tellement cher qu'il vaut mieux le mettre sur la culture de printemps plutôt que de nourrir des couverts qui vont restituer de façon aléatoire 0,50% de ce qu'ils ont prélevé. J'ai une autre question aussi. Il y a eu 80 mm depuis les reliquats, il y a 3 semaines. Comment réactualiser la dose conseillée? Là, c'est relativement simple. J'aurais presque envie de dire que le préalable, pour moi, ce serait de ne pas commencer à faire des reliquats trop tôt. On voit beaucoup de plans d'épandage ou autres où on commence pour des questions de logistique, à prélever au 15 janvier. De mon point de vue, le reliquat, plus on le fait tard, mieux c'est, parce qu'on intègre un maximum de phénomènes climatiques. Ça peut être de la minéralisation précoce ou bien du lessivage tardif. Et c'est vrai que les abacs que j'ai montrés, finalement, c'est des abacs qui sont avant tout faits pour estimer le lessivage du reliquat. Et ça, c'est quelque chose que, de toute façon, réglementairement, déjà, on ne peut plus ajuster. Et donc, voilà, autant faire son reliquat le plus tard possible pour avoir le conseil pour les apports. Une autre question sur le colza. Selon la réglette Terra Innovia, je dois apporter 70 unités pour un rendement de 40 quintaux. À quel moment apporter l'azote si
si je fais qu'un seul apport en solution azotée? On a des boutons à coller ou séparer, quoi. Juste avant en fait, la phase de montaison où les besoins sont conséquents. Après, je pense qu'il faut tenir compte aussi du contexte du printemps. Si on s'engage sur un printemps sec, peut-être anticiper un petit peu. Il ne s'agit pas de se faire prendre de court sur une seule gâchette. En fait, on ne fait qu'un apport. Si on sent que le printemps va sur du sec, on essaye d'apporter avant une pluie qui pourrait peut-être avoir lieu 15 jours avant le stade évoqué. Après, il y a une autre question, c'est par rapport au lessivage, je pense. Et si mon reliquat est déjà fait, comment je fais? C'est quoi la réponse? En fait, il faut regarder le cumul de pluviométrie, ce qu'on appelle pluviométrie efficace. Donc, c'est la pluie moins le TP qui peut être de 0 ou quelques millimètres en ces périodes-ci qui sont plutôt tempérées, quoi, froides. Et donc, on va calculer un abattement sur chaque horizon en fonction de la pluviométrie dite efficace qui est survenue depuis la mesure du reliquat et en fonction du type de sol. Donc là, il y a des abats qui existent au niveau du conifère pour les différents types de sols. Mais juste un petit complément, attention aux aspects réglementaires du sujet, puisque aujourd'hui, le GREN des Hauts-de-France, le référentiel de calcul des Hauts-de-France ne permet pas de correction du calcul du reliquat qui a été mesuré. Sachez que, bon, ça c'est quelque chose qu'on a mis sur la table au niveau des discussions pour les prochaines négociations. Sachez aussi que certains laboratoires peuvent vous proposer une réactualisation du conseil. Donc ça dépend du labo, du modèle qu'ils utilisent. Et donc dans cette situation, il est possible de passer un coup de téléphone au labo et demander une réactualisation. Une autre question pour les blés et les semis très tardifs ou blés de printemps, faut-il 3 apports comme les blés qui ont été mis en octobre? Par exemple, un blé semé à mi-janvier après plusieurs betteraves. Dans un premier temps, il faut déjà ne pas surestimer le potentiel de ces blés-là, ne pas viser 100 quintaux sur un blé qui se met au 15 janvier. Alors l'optimisme peut être exceptionnel, mais bon, le prix d'engrais est aussi exceptionnel, donc il y a quand même un juste milieu à trouver. Sinon, ce sont des blés qui ne sont peut-être pas capables non plus d'absorber des grandes quantités à chaque apport. Je pense qu'à la limite, rester quand même sur un fractionnement de 3, parce qu'il n'est pas rare à cette date de semis-là qu'on se fait sur les précédents qui ont laissé peu d'azote. Donc, sur des conseils qui restent relativement élevés, parce qu'en fait, pour un reliquat faible, je serais partisan de 3 apports quand même dans ce genre de situation. Parce que là, j'avais justement la question presque inverse. Pour un blé semé tardivement et qui patine, est-ce qu'il est judicieux de biberonner en 4 apports Bon, sur la réponse avait été faite dans ce sens-là, c'est qu'à un moment donné, est-ce que multiplier de passage, c'est aussi une contrainte, et est-ce que ça en vaut l'enjeu? Alors, la question qui avait été posée au départ, c'est que 2 apports, pour moi, ça me paraît pas suffisant, il faut être à 3 apports, parce que globalement, il y a une dose assez forte à apporter. Une autre question qu'on a posée avant la réunion. Y a-t-il des oligos? Y a-t-il des produits qui peuvent nous faire baisser la dose d'azote? Je vois pas forcément comment on peut substituer un autre élément à de l'azote qui est arrivé dans la synthèse des protéines. Souvent, c'est plutôt la notion de facteur limitant qu'on met en avant, c'est-à-dire que si un élément est limitant, il pénalise toute la chaîne de productivité. Après, imaginez qu'il y aurait des synergies ou des éléments qui remplacent d'autres. Non, je ne crois pas. Après, on peut essayer de se reposer sur les légumineuses, sur les retours organiques pour conforter un stock d'azote organique pour à terme doper la minéralisation du sol et les fournitures. Et donc réduire sa dépendance à l'engrais, mais voilà, par la matière organique ou les légumineuses. Une autre question qui avait été posée avant la réunion, est-ce que un coup d'hercétrie ou rotatif permettrait de faire la passe du premier rapport, par exemple? Je réponds. Donc, en fait, le passage de RC-Tri, on a déjà vu des agriculteurs qui faisaient ce genre de pratique, mais ce qui me paraît le plus judicieux, c'est qu'en fait, par rapport à des apports d'engrais où il y a un risque de volatilisation derrière, c'est de faire suivre un apport d'engrais par le passage du RC-Tri qui permet d'incorporer et de limiter les pertes par volatilisation. Après, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est vrai que le travail du sol étant tellement superficiel, certes, ça va aérer un peu le sol, c'est peut-être que bénéfique pour le fonctionnement du sol, mais de là à chiffrer ça en unités ou dizaines d'unités d'azote supplémentaires, je pense que voilà, ça me paraît exagéré. Une autre question, un peu de science-fiction. Est-ce qu'un jour on pourra avoir de l'azote décarboné?
Déjà aujourd'hui, hein, je rappelle que la synthèse de l'azote minéral, donc c'est le procédé à Barboche, donc on part de l'azote de l'air, on fait une réaction avec le gaz naturel. Donc aujourd'hui, de manière industrielle, on ne sait pas produire de l'azote minéral autrement que carboné. Après, bien sûr, on en revient pour ce qu'on connaît par ailleurs, les sources organiques, les légumineuses, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, en termes de production industrielle, à ma connaissance, et je pense que les collègues, on ne connaît pas de dispositif de synthèse d'azote non carboné. Il y a une question que j'ai pas bien compris, c'était l'azote tardif et maladie. Est-ce que ça peut jouer la date d'apport sur la maladie, peut-être? C'est peut-être ça le sens de la question. On parle de blé, là. Oui. J'ai du mal à répondre parce qu'a priori, la question ne me paraît pas, je ne vois pas le sens de la question. Donc. L'entretien d'une grosse biomasse, peut-être sur des risques d'oïdium, peut-être sur des apports précoces élevés. On est plus sur un problème de dose que de date, quoi, sur la maladie. Même pas. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est sur des étalages très conséquents d'aller remettre le rapportant de l'azote en faire à régurgitation des bactéries qui apportent de l'azote. Je vois plus de questions. Ça rejoint un peu la question oligo tout à l'heure, président. Mais qu'est-ce que vous pensez de... Pas de recul sur ce sujet-là, pour ma part, en tout cas. Je crois plus à l'introduction de légumineuses en cas de culture intermédiaire ou dans le cadre de l'assolement, qui permettront d'assurer un taux de C/N du sol et une vie du sol. Là, ça tombe bien. J'ai une question pour le président. Oui. Vous en avez parlé un petit peu en introduction, mais est-ce qu'on peut parler de la conjoncture sur les prix? Est-ce que l'Ukraine aura un effet ou pas? Et moi, je vous poserai une question. Est-ce que ça répond aux attentes, le webinaire qu'on a fait aujourd'hui? On avait promis jusqu'à 15h, il est 14h57. Président, vous avez 3 minutes. Bien, je vous remercie. Oui, pour répondre à cette question sur l'Ukraine, les enjeux économiques et politiques que l'on vit actuellement, c'est certain, auront un impact. L'Ukraine étant aujourd'hui la clé de voûte du réseau de distribution du gaz pour l'Europe de l'Ouest, il est incertain que si nos gouvernements prennent des récessions aujourd'hui contre l'URSS aura des répercussions et on sait très bien que c'est sur le gaz et sur le pétrole qu'ils auront le plus la main aujourd'hui. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui j'ai du mal à projeter, on a du mal à se projeter dans un avenir en termes de prix de l'engrais, mais vous savez tous comme moi que on va rentrer dans un contexte d'élection, on va rentrer dans des contextes qui vont faire évoluer énormément les choses. Donc bien malin aujourd'hui qui saurait se prononcer dans cette boule de cristal qui nous emmène. Maintenant, c'est certain qu'on restera sur des prix hauts. Tout ce que j'espère aujourd'hui, c'est que quand même nos productions, parce que c'est ça qui est quand même l'enjeu, nos productions resteront à des niveaux d'achat assez élevés. Moi, je tiens à vous remercier, Denis, Pierre et Julien, pour vos présentations, ainsi que le recueil des questions par Bruno. Ce webinaire, je tiens à le souligner, démarre la saison d'accompagnement des agriculteurs des Hauts-de-France au travers de ce que on va appeler les mardis de l'azote. On va essayer de vous apporter une réflexion, une gestion de vos besoins en azote, mais comme je viens de vous le dire aussi, de vos approches de commercialisation dans les productions à l'optimisation. Apporter nos conseils à partir de vidéos et d'articles dans le presse régulier. Vous pourrez également nous retrouver en replay sur notre site Chambre d'agriculture Hauts-de-France. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, nos équipes en proximité, mais aussi en région, pour répondre à vos attentes et à vos questions. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et à vous retrouver très prochainement. Merci. Merci.